L'appartenance de classe détermine en grande partie le destin de chacun. Donc c'est dans la suite des deux précédents dires. Donc c'est suite à une discussion que j'ai avec ma sœur. Donc finalement, ça fait que je reste un peu sur le même type de préoccupation. Et c'est la dernière partie de de cette, de cette, de cette chose qui m'a un peu monopolisé en cette fin d'après-midi. Donc l'appartenance de classe, parce que quand on voit l'échec du projet professionnel, quand on voit l'échec du projet de vie, on se demande ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Donc quelque part, on interroge plein de choses et on fait plein de constats et on se rend compte que quelque part on a raté quelque chose parce que il ne peut pas s'agir d'autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui est en nous. C'est une limite qu'on a en nous à envisager autre chose parce que nous sommes constitués d'une certaine façon. Parce que nous avons des éléments de référence qui font que nos perspectives de réussite, nos visions sont quelque part sont conditionnées par cela. Donc nous pouvons, quoi que nous faisons, et des fois nous faisons des efforts, des fois consciemment, inconsciemment, nous faisons des efforts pour dépasser ces limites-là, ce cadre étroit, mais nous réussissons que très rarement, parce que le dépassement est quelque chose qui n'est pas en nous. C'est pas notre classe, on parle de classe basse, parce que je ne sais pas si les classes supérieures, si on accepte ces termes, sont aussi confrontés à ce problème, mais en tout cas, les classes hautes sont aussi, il leur arrive d'avoir des descendants qui descendent, qui baissent qui descendent d'une classe, donc, ou deux. Donc, ils ne sont même pas de classe moyenne, ils sont de classe basse, inférieure. Donc finalement, nous rencontrons en fait que des gens qui nous ressemblent en fin de compte. Parce que le cheminement qu'on a dans la vie fait que nos fréquentations sont quelque part déjà prédéterminées par la naissance, par le cadre familial, par le cadre conceptuel, intellectuel, etc. Et quelque part, le cadre social aussi, le cadre économique. Nous avons cette limite qui est indépassable. Et quand en fait on fait le bilan, on se rend compte qu'on n'a jamais eu les moyens intellectuels, économiques pour aller au-delà. La réussite matérielle, des fois on la déconsidère, on la relativise, on sait son importance. Mais donc dans l'effort qu'on fait pour essayer de comprendre, pour essayer de quelque part de nous reposer de nos questions et de nos doutes et de nos remises en cause. On essaie que, quand on trouve que cela est trop lourd à porter, on essaie de dire que la richesse matérielle, l'enrichissement, les ressources matérielles, c'est quelque chose qui est relative. C'est relatif jusqu'à un certain point. Et on essaie peut-être d'inventer des solutions de compromis entre quelque part une vie modeste, simple, axée sur l'essentiel, c'est-à-dire des valeurs de partage. C'est les nécessiteux qui sont porteurs des fois de ces valeurs de partage, parce que quelque part ça les arrange. Eux, ils n'ont pas grand-chose à partager, mais ils demandent aux autres de partager avec eux. Non, on a ce désir de partage, quelque part cette philosophie des fois, ou ces idées conciliantes, l'essentiel est quelque part de passer une vie quelque part, les amis, l'affection, ça compte plus que l'argent. Pourquoi
s'échiner, s'épuiser, à courir derrière l'argent. L'argent n'est que du matériel, et ce qui compte c'est peut-être le spirituel, ce qui compte c'est peut-être le bonheur, le bonheur, je sais pas moi, dans l'affectif, dans le... Euh, c'est possible, pourquoi pas, est ouvert à la discussion, il n'y a rien qui soit à prendre ou à laisser d'emblée, pourquoi pas, et s'il suffit d'avoir une vie modeste pour être heureux, pourquoi pas, mais c'est se réaliser, c'est le destin, c'est quelque part, si on estime qu'on a sa fonction, qu'on a trouvé sa place dans quelque chose de modeste, si on estime que quelque part on est satisfait, alors pas de problème. Mais si qu'on n'a pas, quand on n'a pas, c'est dans le cas contraire, quand on n'a pas trouvé sa place, quand on a cherché, quelque part on a suivi des tas de voies et qu'en fait ces voies finissent par par des impasses, et des impasses sans cesse, plus nombreux les uns que les autres. Donc, et on se repose la question, mais pourquoi? Qui est-ce qui a été plus fort que moi? Qu'est-ce qui a été plus fort que moi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a l'appartenance de classe, mais il y a aussi l'appartenance, je ne sais pas, moi, j'allais dire de race, l'appartenance de culture, l'appartenance continentale, je ne sais pas. Il y a quelque chose que nos parents ne pouvaient pas nous transmettre, en tout cas, un certain, nos parents, la plupart des parents, parce que d'autres, évidemment, avaient cette capacité-là, qui ne pouvaient pas transmettre cette capacité à à comprendre le monde, ce monde-là, le monde qui est notre monde à nous, et à trouver notre place, à y trouver notre place. Et nous avons cherché ceux qui sont devenus des techniciens, des scientifiques, comme on dit, obligatoirement, on ne se pose pas, cette question ne les empêche pas de progresser socialement parlant. Ils arrivent à faire la distinction, à faire quelque part, à couper entre les deux. La science est est quelque chose à part. Il n'y a pas de sentiment d'aliénation culturelle, il n'y a pas de sentiment d'appartenance dans la science. La science est nationale, la science est universelle, la science ne connaît pas les frontières de race ou de je ne sais pas quoi, de naissance. Un scientifique est comme un autre scientifique, c'est quelqu'un qui s'attelle à la résolution d'un problème, qui fait avancer la théorie scientifique, qui amène une approche nouvelle, technique ou conceptuelle, mais ça s'arrête là. Alors que celui qui est dans les sciences humaines, il est obligatoirement dans la confusion la plus totale. Et l'école actuelle, l'école contemporaine, l'enseignement contemporain, il n'est pas celui de ses parents. Il ne sait pas comment se positionner dans ce corpus de savoir, ce corpus de référence. Et on est là à chercher quelle doit être ma route, quels doivent être mes actes mes axes de recherche, quelle doit être ma spécialité, quelle doit être, comment dire, ma thèse, puisqu'il faut obligatoirement produire une thèse. La thèse n'est pas une compilation d'éléments, ce n'est pas quelque chose qu'il s'agit, un résumé qu'on fait. La thèse, c'est un apport original, un traitement original, un traitement donc d'une question avec un parti pris obligatoirement. Une thèse, ça demande un parti pris qu'on défend. On part d'une hypothèse, d'un postulat, et on le défend. On le développe et on le défend, et on réussit à bien le défendre ou pas. La thèse en sciences humaines est une thèse qui peut être sujette à caution. Comment dire,
on peut produire des thèses qui n'ont en fait qui n'apportent rien, qui sont que comme des exercices comment dire, de mise en comme si on mettait côte à côte des éléments et qu'on construisait un édifice avec des choses dépareillées, mais qu'en fait, enfin, on lui donne l'aspect d'un édifice homogène, et qu'en fait, c'est des apports qu'on a par-ci, par-là. Alors qu'en fait, comme si la thèse, ce serait comme un architecte qui a en face de lui un projet, et il a, comment dire, ce projet a suppose qu'il y ait pas des obligations, pas des limites, mais il y a des contraintes. Voilà, je trouvais le terme, des contraintes. Donc il doit s'adapter aux contraintes de la surface, des contraintes urbaines, des contraintes comment dire, économiques. Si on lui demande de faire avec des matériaux, il y a un certain, comment dire, une certaine somme d'argent, un certain capital qu'on a envie de mettre et pas plus. Donc il y a le choix des matériaux, il y a comment dire, le choix des matériaux, mais il y a aussi la décoration intérieure, ce qu'on doit faire ou pas faire à l'intérieur, donc l'équipement intérieur. Donc, fonction des moyens, la réalisation, en fonction d'un certain nombre d'éléments, la réalisation sera à prendre un aspect ou un autre. Et voilà, la thèse, c'est ça. C'est en face, c'est un projet original, un projet qui part quelque part d'une hypothèse de base, c'est-à-dire qui crée des fondations et qu'après se développe et finit par prendre un aspect, par devenir acceptable, c'est-à-dire pour un édifice habitable et exploitable. Donc quelque part, cette thèse-là, qui était en fait un projet, devient avec le temps, avec le travail, quelque chose de tout à fait harmonisé, de tout à fait unifié, et finit par parvenir à l'autre, et quelque part, un bâtiment, c'est aussi sujet comment dire, à des variations au niveau d'esthétique. Donc, selon les gens, selon un certain nombre on peut accepter l'esthétique de tel ou tel bâtiment, ça c'est quelque chose qui est en plus. Donc on peut accepter par exemple les opinions, après d'un thésard ou pas, mais après il s'agit de voir comment il les a défendus, comment il les a fait évoluer. Donc en face de la question, l'appartenance de classe, et donc détermine aussi le choix de l'orientation. Vous avez des gens qui vous disent, parce qu'ils sont au courant quelque part, qui vous orientent, qui vous font l'orientation qui va vous convenir. Comme vous avez des gens qui sont outillés, qui ont la maîtrise d'un certain nombre de choses, et quelque part vous interrogent, vous posent les questions qu'il faut, essaient de voir quel est votre potentiel, et qui vous oriente en fonction de cela. Mais quand vous n'avez rien, personne parce qu'en fait, l'enseignement supérieur est quelque chose qui concerne une minorité. Nos parents n'ont pas connu l'enseignement supérieur, donc ils n'ont pas idée de ce que c'est. Donc c'était quelque chose à construire pour un maximum de gens originaires du Maroc. Donc finalement, l'échec vient parce que on entre dans quelque chose qui était inconnu. Il fallait prendre contact avec l'université, avec l'enseignement supérieur tel qu'il est pratiqué dans ce qu'on appelle l'Occident européen. Donc l'enseignement traditionnel, l'enseignement qui était pratiqué avant, ne connaissait pas
Bien sûr, elle connaissait aussi ses cycles, son université, mais ce n'est point l'université. Il y avait beaucoup de cadres conceptuels qui étaient en harmonie, qui étaient en phase avec le pays. Cela ne posait pas de problème. Alors que cet enseignement supérieur, il vous fait atterrir dans l'inconnu. Vous avez en face de vous non seulement une langue qui est aussi votre deuxième langue, ça c'est une évidence, vous la maîtrisez plus ou moins, mais elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas inconnue, mais tout se fait dans cette langue. Et déjà dans comment dire, la conversion, quand vous devez faire la conversion d'un certain nombre de concepts, et quand vous avez des concepts qui sont dans une autre langue, quand vous devez les convertir dans la langue de pays où vous êtes étudiant, cela ne passe pas très bien. Donc vous avez un certain temps à passer à comprendre, à assimiler les concepts. Et quand vous parlez d'une chose, le cadre conceptuel auquel elle fait référence vous échappe en grande partie. Donc, vous n'avez pas cette possibilité de, de comment dire, de réussir à maîtriser l'enseignement qu'on vous donne, à en profiter, à l'exploiter pour aller plus loin. Un jour, une crise intervient, un arrêt, et voilà, vous êtes hors du circuit universitaire, vous êtes en dehors, et vous devez vous arrêter. Vous devez arrêter de vous considérer comme étudiant, plus tard comme savant, comme docteur. Vous êtes en face d'un horizon bouché, et vous n'avez pas encore avancé. La classe d'appartenance, votre classe d'origine, n'a pas les clés, ne vous a pas formé, ne vous a pas outillé pour pouvoir, en cas comment dire, en cas d'échec, en cas d'impossibilité, de vous réorienter. Quand vous n'avez même pas réussi à savoir pourquoi vous faites une chose, vous savez encore moins pourquoi vous voulez faire une autre. Donc il y a toujours un problème par rapport au choix de l'orientation, au choix de l'objectif, au choix de la fonction, de la place qu'on veut avoir. Donc, l'échec est quelque part, j'arrête pas de le dire à ma soeur, l'échec est prévisible, l'échec est normal, l'échec n'est pas surprenant. Quand on échoue, c'est parce que cela a été dans l'ordre des choses. L'ascension sociale, si on peut parler comme ça, parce que des fois il ne s'agissait même pas d'une ascension sociale, c'était une classe nouvelle à créer, une classe de savants, une classe de sachants, une classe une élite à créer. Donc l'échec à se placer, l'échec à faire exister ce corps nouveau n'est en fait pas surprenant, parce que ça doit quelque part, ça devait exister de nulle part, ex nihilo, donc du néant. Et alors, du néant, on crée quoi? Avec le néant, on fait surgir quoi? Du néant, on fait surgir quoi, en fait? Donc, nous avions à construire quelque chose, et nous avons échoué à faire cela. Donc, certains qui ont réussi, bien sûr, à trouver un emploi, font quand même, je pense, face aux mêmes questions. Ce n'est pas parce qu'on a choisi qu'on a choisi, qu'on a fini le cycle, qu'on a obligatoirement, qu'on est content obligatoirement du choix qu'on a fait, du résultat. Il y a énormément de questions qui restent présentes, c'est le cas de le dire. Quand vous choisissez la géographie, ça correspond à quoi, la géographie? Donc quelque part, c'est quelque chose, en rapport à l'espace, c'est quelque chose
vous trouvez déjà tout un tas de gens qui ont réfléchi bien des siècles auparavant sur la notion d'espace. Vous arrivez et vous devez exister dans ce cadre-là. Donc, l'appartenance de classe est obligatoirement conduit à un constat d'impuissance face à l'invention de quelque chose dont on pourrait être satisfait, inventer, créer, élaborer. Quand vous avez en face de vous des gens qui sont dans la même classe que vous, ils ne cherchent pas à inventer. Ils n'ont pas de solution pour vous parce qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes. Donc finalement, ils sont aussi limités que vous. Et donc cela finit par devenir la règle. Limité, qui fréquente un limité, et puis limité du monde, unifiez-vous. Unité de tous les... Nous sommes limités. Donc nos modes de pensée, nos capacités de prise de pouvoir, parce que nous ne réussissons pas à prendre le pouvoir dans ce monde. Nous sommes exclus de ce monde. Il s'élabore sans nous. Nous n'avons pas réussi à trouver notre place dans ce monde. Donc, en dehors de la phase du constat, il ne nous reste plus rien. Nous pouvons faire tous les constats qu'on veut, il ne nous reste rien. Cette université nouvelle, cette université toute nouvelle, qu'on n'a pas réussi à construire, une université originale, une université qui serait à même de ne pas être le duplicata, la copie conforme de ce qui se fait ailleurs, cette université qui fabrique délimités en surnombre, cette université est obligatoirement un échec. Parce que, encore une fois, l'appartenance de classe conduit à amener des gens vers les mêmes filières. Ces filières qui, obligatoirement, n'ouvrent sur rien. Je suis en incapacité d'aller vers autre chose que les sciences humaines, évidemment, ou que Donc, obligatoirement, ça va finir par bouchonner, ou je ne sais pas comment on dit, par bloquer. Donc, tous ces gens qui sont bloqués, qui ont des diplômes, mais que signifie le diplôme? Quelle est en fait la compétence de celui qui est diplômé? Nous avons des gens qui ont absorbé un savoir parce qu'il fallait reproduire, ça à l'absorber, le reproduire, et qu'en fait sont incapables d'apporter un savoir original. Et tous ces gens-là en quantité qui ont le même savoir reproductible à l'infini, ça va quoi? Si nous avons peut-être besoin, je ne sais pas, de gens qui interviennent, peut-être plus de techniciens ruraux, peut-être plus de gens qui sont, je ne sais pas, en relation avec les familles, pour peut-être un planning familial, peut-être pour... nous avons plus de gens qui, en fait, interviennent auprès des élèves ou des enfants au milieu rural. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Donc, fondamentalement, nous avons des gens qui parce que, malgré le diplôme qu'ils ont, ils sont sous-employés, ils ne sont pas employés du tout, ils sont employés dans quelque chose qui n'aura pas en rapport. Et vous ne faites pas un diplôme de second cycle pour après revenir vers l'enseignement primaire. Vous n'avez pas fait ça pour devenir, pour appartenir à cette catégorie-là. Donc, vous êtes, on reproduit ce qui en fait déjà, on essaie à la campagne aussi de reproduire ce qui est déjà en échec, en ville. On va pousser des gens à réussir avec évidemment le peu de pourcentage de réussite, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Mais ces gens, on les pousse à suivre le même modèle, le modèle qui est en fait déjà en échec.
Donc quelqu'un qui est en échec va enseigner comment échouer à de futurs diplômés universitaires. Donc de futurs inemployés ou inemployables, parce que quelque part, certaines personnes ne sont pas employables en tant que telles. Il faudrait le reformer. Il y a des choses qui ne sont pas enseignées et donc elles ne sont pas acquises. Alors il nous reste de toute cette histoire de formation, etc., un élément qui fait que malgré nos appartenances, malgré nos échecs, il nous reste la capacité de poser la question. Quand on a vraiment fait avancer, peut-être à travers l'enseignement supérieur, il faudrait peut-être le prendre comme un moyen d'appréhender le monde dans sa complexité, c'est-à-dire à devenir un être capable de compréhension globale, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire intervenir tous les facteurs dans l'approche d'un problème et pourquoi pas dans un niveau. Il s'agit de problématiques personnelles, quelqu'un qui est capable de réfléchir, d'agir en fonction de ce qu'est son environnement économique, social, etc., qui en fait essaie d'en tirer le meilleur bénéfice. Donc c'est cette capacité à poser des questions, à nous questionner, à essayer d'élaborer de nouveaux cadres théoriques, etc., des cadres à réfléchir de façon nouvelle, à renouveler, à essayer d'amener de la complexité, à amener de la réflexion, à amener de la contradiction, à amener du débat. Et c'est peut-être à travers cette chose-là, par ce biais-là, qu'on arrivera peut-être à faire profiter les autres de notre passage par l'université. Donc, pour finir ce monologue, je dirais que je suis content, évidemment je suis content d'être passé par l'université, je suis déçu de ne pas avoir réussi à m'orienter, de ne pas avoir réussi à sortir des limites de mon appartenance de classe. S'ajoute à cela le fait d'exister en France et cela complique un peu plus les choses parce que là vous êtes obligatoirement dans une relation pas de clientélisme, mais une relation de dépendance. Vous êtes là pour chercher un savoir dans un pays qui était il n'y a pas très longtemps votre pays dominateur, et donc vous arrivez dans le pays qui a dominé vos parents et vous cherchez un savoir. Et alors, comment dire, pas les erreurs, mais vas-y, les incompréhensions. Et quelque part, on trouve encore plus qu'au Maroc des choses qui nous appartiennent, avec lesquelles on n'arrive pas comment dire, on n'arrive pas à cohabiter ces enseignements, cette histoire de France, ces lois de France, et quelque part, on se maintient dans un no man's land, quelque part, un no man's land dans quelque chose d'indéfini. On n'est ni universitaire, on n'est plus universitaire, on n'est pas des gens ordinaires, on n'est pas vraiment intellectuels, on n'est pas non plus des producteurs de savoir, on est des individus de base et pourtant on se perçoit comme faisant partie d'une élite. Donc on est en pleine contradiction, le no man's land, on n'arrive pas à s'affilier de façon permanente, on a des affiliations variables, on a des questions sans réponse obligatoirement parce que personne ne vit la même situation que nous. Donc nous-mêmes, si on n'a pas la réponse à nos questions, les autres n'en ont pas parce que nous sommes les seuls à vivre ces situations-là. Donc si
on n'arrive pas à élaborer des sorties de crise, si on n'arrive pas à trouver des cadres nouveaux pour comment dire, pour nous concevoir dans un futur, dans un avenir, nous allons encore être dans cette situation de blocage, nous allons la pérenniser encore plus. Nous faisons juste remarquer à nos maîtres d'hier que nous sommes contents, je suis content, tout le monde est content, parce qu'on a montré que là où nos parents ont échoué avec le français, nous n'avons pas échoué. Cette langue est une autre, nous la dominons, nous la pratiquons. Elle nous est des fois très facile d'accès, des fois elle se refuse à nous, des fois on ne comprend pas pourquoi on a tout un tas de difficultés à parler français de façon aisée, mais le français est à nous. Et s'il faut juste valoriser, s'il faut mettre en avant un acquis unique, un acquis d'importance, c'est cette capacité à maîtriser le français, la langue de celui qui était hier, notre dominateur, notre persécuteur, s'il faut dire, celui qui était le porteur de civilisation, c'est lui qui nous a amenés dans le monde, c'est lui qui nous a amené le monde moderne, la médecine, la technique, celui qui nous a permis de vaincre les maladies, la misère, les disettes, les famines, le choléra, la peste. Et voilà, donc quelque part, c'est celui aussi qui nous a permis d'avoir un pays unifié, parce qu'il a permis, comment dire, il a permis à la monarchie de dominer, de pouvoir dominer tout le pays, alors qu'en fait, elle n'avait qu'une domination théorique sur une grande partie de son territoire. Donc, nous devons peut-être amener comment dire, à une rencontre. Et il faudrait peut-être qu'on soit une sorte d'ambassadeur, quelque part qu'on travaille sur cette notion d'ambassadeur, une sorte de médiateur, une sorte de facilitateur de la rencontre. La rencontre entre la France et nous-mêmes, entre la France et nos parents, entre notre présent et notre passé. La France fait partie de notre présent, elle a aussi fait partie de notre passé, et automatiquement elle fera partie de notre avenir. Nous avons peut-être encore une occasion de faire quelque chose, d'arriver à une visibilité, de sortir de l'anonymat, sortir de jouer un rôle. C'est en cela que ce monologue, que ce dire, en cela qu'il a de l'intérêt. Je m'adresse à vous, par-delà, évidemment, toute cette technologie, par-delà ces choses qui dématérialisent la rencontre, qui dématérialisent, qui font en sorte, qui rendent, comment dire, qui nous donnent des outils, des capacités, mais qui aussi nous font encore plus nous replier sur nous-mêmes. Donc, quelque part, ces choses qui nous séparent, qui contribuent à notre isolement, mais faisons de cet outil un moyen de rencontre, un moyen de mettre fin à notre isolement, à notre repli, et contribuons à la hauteur de nos capacités à une bonne entente entre la France et le Maroc, entre la France et le monde, entre les humains. Portant une parole, quelque part, de conciliation, une parole qui plutôt incite
à ce que chaque partie considère l'autre avec bienveillance, avec respect, et avec un désir de travailler ensemble. Voilà, travailler ensemble parce que nous devons obligatoirement, nous sommes voisins, nous avons des défis communs. Peut-être que les cadres nationaux vont peut-être sauter. On ne va pas obligatoirement rester. Peut-être qu'on aura peut-être des cadres, un cadre plus ouvert, un cadre méditerranéen, un cadre moins. La France, peut-être, elle a aussi une dimension méditerranéenne. Et peut-être que c'est dans ces cadres-là qu'on pourrait agir. Donc à vous de contribuer à votre façon à ce travail. Et comment dire, je vous invite à me suivre pour d'autres développements.